base de Kestelkamp. Grande base de Kestelkamp. Ouais, salut Greg, c'est Thomas. Salut Thomas, tout va bien? Ouais, écoute, ça va, par qu'on a pas de nouvelles de groupe, c'est l'Antoine, là. Ouais, ben, ouais, c'est Ce qu'on me disait. Ouais, c'est pas facile. Ouais, vous avez rien vu, vous? Non, ici, c'est trop bouché, on n'arrive pas à voir de l'autre côté, donc on n'a absolument pas vu leurs traces, ni eux. On a vu un espèce de truc là-bas, mais pile sous le sommet. Ça, tu dis? Le glacier qui descend. Derrière. Il y a une crevasse, il y a un truc. Fonfouet l'a vu en premier, il m'a demandé de regarder. Et je l'ai vu de la même couleur que lui. Oui, c'est la frontière. Tiens, Thomas, je te dis ce qui se passe là. Bah écoute, ce qui se passe, c'est simple. Il y a Antoine et Philippe qui auraient dû rentrer hier soir. C'est la limite qu'ils avaient donnée au custo en bas, là, à Caman. Et hier soir, personne. Pas ça. Donc, bon, étant donné qu'il faisait pas très beau hier, il n'y a aucune raison qu'ils soient restés. Donc là, il y a quelque chose, hein, c'est clair. C'est pas quoi, mais il y a quelque chose. Bon, je vais un peu brosse comme ça. Oui, il n'y a pas de traces, mais je sais pas si, tu vois. Ouais. Il y a peu de chances qu'il soit arrivé quelque chose sur la moraine, mais on verra. Ouais. Bon, bah, tout à l'heure. Ces hommes appartiennent au groupe militaire de haute montagne. Ils sont grimpeurs professionnels, tous guides. Ils font partie de la centaine d'alpinistes militaires qui recherchent jusqu'où l'homme peut s'adapter aux conditions extrêmes. Ils s'intéressent aux endroits les plus inaccessibles du globe, même ici lorsqu'ils s'entraînent sur les blocs de la forêt de Fontainebleau. C'est unique d'avoir une équipe comme ça qui fait de l'alpinisme, que ce soit en France, mais même à l'étranger, on n'a pas d'équipe comme ça. Quelque part, l'alpinisme, c'est un sport individuel. Au début, voilà, l'alpinisme n'est pas fait pour fonctionner comme ça, sans doute. Donc nous, on le fait fonctionner comme ça, et ça lui donne une autre dimension, une dimension collective, qui est je pense, la grosse originalité du groupe. Créé en 1976, le groupe militaire de haute montagne a déjà lancé plus d'une trentaine d'expéditions sur tous les continents, des sommets les plus hauts aux déserts les plus glacés. Là, il a bien sorti, là. Pour mieux connaître ce groupe, nous allons le suivre dans ses expéditions. Nous allons partir escalader l'amoncellement de ses souvenirs, traverser une partie de son histoire et descendre dans les profondeurs de ses sentiments.
C'est déjà le départ pour nos 8 grimpeurs. C'est juste à droite. Dans la face. Partir en expédition, c'est une préparation longue. Il faut s'entraîner physiquement, il faut savoir ce qu'on va chercher là-bas, il faut savoir ce qu'on emporte et surtout ce qu'on laisse. La semaine ou les 10 jours qui précèdent le départ, c'est une période que j'aime pas du tout. Parce qu'on a envie déjà d'y être, on a envie de partir. On arrive à un certain point à ne penser qu'à ça. On occulte beaucoup de choses à côté, par moments la vie familiale. C'est un moment qui n'est pas facile parce que on va laisser la personne qu'on aime toute seule pendant un certain temps. On sent que les proches commencent à se dire voilà, ça y est, le départ est là, et tu vas partir, tu vas rentrer dans un mois et demi. La famille, elle a du mal à... Même s'ils savent que pour nous c'est vital, ils ont du mal un peu à l'accepter, quoi. C'est un sentiment assez égoïste aussi. L'alpinisme, ça amène au voyage parce que très vite on se rend compte que nos montagnes sont trop petites en fait, puis qu'il y en a partout dans le monde, donc on a envie de partir. Et puis au bout d'un moment, le voyage devient peut-être presque aussi important que l'ascension, parce que on part à la découverte de gens qui ont des vies complètement différentes. Une expédition n'est pas quelque chose de figé. On ne sait jamais ce qui va se passer. Je pense aux embourbements de camions, je pense aux glissements de terrain, je pense aux problèmes de yaks qui courent dans tous les sens et qui perdent leur charge. Il faut surtout s'armer de patience. C'est jamais simple d'acheminer une tonne de matériel au fin fond du Népal ou d'ailleurs. C'est jamais simple. Ça donne toujours lieu à des histoires pas possibles. Au Tibet, en partant, c'était assez drôle. On arrive, on pose toutes nos charges, donc une 50aine de charges. Les villageois arrivent avec leur yak. Et puis là, pendant 1 heure, s'ensuit une sorte de capharnaüm. On comprend pas trop, mais a priori, c'est une histoire de prix pour le portage. À savoir qu'ils discutent toujours pour essayer de grappiller un petit peu, quoi. Donc ils se mettent d'accord, ils essaient de se mettre d'accord pour dire voilà, ça va être un peu plus cher que prévu. Et puis au bout d'1 heure, 1 heure et demie, on ne sait pas pourquoi, tout ça se calme. Et puis ça part, on commence à charger les yaks et ça démarre. Voilà. On n'a rien compris, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais tout ça avance finalement. La phase d'approche dans une expé, je la vis assez bien. C'est vraiment des moments cool où on prend beaucoup de temps pour soi. On n'est vraiment pas stressé pour gagner du temps. J'aime bien être en groupe, pouvoir discuter. On a un petit rythme, donc on n'est pas essoufflé pour discuter de choses et d'autres. Ou alors, ça nous arrive aussi d'être plus solitaire, de s'écarter.
Chacun fait comme il le sent. Hein. Il y en a qui préfèrent être derrière, d'autres devant. Marcher avec les porteurs s'il y en a. On essaye de pas marcher trop vite, de bien s'écouter, bien écouter son corps et puis se dire bah, tiens si là on commence à avoir un petit peu trop mal à la tête, etc. Et ben, la journée d'après on va peut-être prendre un peu plus son temps. Ce voyage, un peu au départ, fait partie de ce cheminement intellectuel, de cette préparation mentale. S'il n'y avait pas un peu cette marche qui permette de nous couper de notre monde habituel et puis de commencer à rentrer un peu dans ce cheminement, sans doute qu'il manquerait quelque chose. Ça c'est des moments vraiment super quoi. Là, qu'on peut avoir dans les expés, là, tu vois vraiment les gens qui vivent à la rude. Il y a une population locale qui est différente de chez nous, donc moi j'ai toujours eu envie d'aller manger avec les gens qui sont dans un village où on va passer au cours d'un trek, d'aller manger avec eux, discuter avec eux, même si parfois le barrière de la langue est là, mais enfin on sympathise, on fait des échanges et ça c'est très enrichissant. C'est aussi le moment de laisser libre cours à ses pensées, d'ouvrir ses yeux et d'emplir ses poumons de cet air pur et vif que l'altitude raréfie au fil des jours. Ça permet aussi de se préparer, de découvrir tout doucement notre objectif. Une montagne qu'on attend qu'on a vue en photo depuis la France, sur laquelle on a rêvé, qu'on a imaginé un peu sous toutes les formes. On fait cette ascension parce qu'on trouve que la montagne est belle, elle représente quelque chose. Des fois, on n'a pas de mots pour décrire ce qu'on voit. Je me souviens à l'Annapurna, on a débouché dans la vallée de la Kaligandaki et tout d'un coup, j'ai vu ce mastodonte, le Dholagiri en face de nous. Waouh, c'était à couper le souffle, c'était fabuleux. Et elle t'attire, et la montagne t'attire. Et elle te fait un peu peur aussi. C'est assez paradoxal, mais bon, c'est la montagne. Mais quelquefois dans l'approche, les voies d'accès sont difficilement praticables, voire même inexistantes. Notre équipe arrive enfin au pied de l'objectif désiré. Et pour autant, le travail n'est pas terminé. Il faut absolument installer le camp de base sans perdre une minute, car les hurlements de la tempête se font déjà entendre. En général, on arrive au camp de base, on reste quelques journées à être tranquille, à préparer le camp de base de manière à être le plus confort possible. Et puis bon, dès que la météo le permet, on commence à s'avancer, on va vers le pied de la face,
On sort les jumelles, on commence à regarder les itinéraires envisageables. On le voit bien là. On le voyait un petit peu hier et là il y a plus de lumière là. C'est plus sympa. On voit bien les itinéraires qu'il y a dans la face sud là, c'est super. On va être tout de suite attiré par les lignes de faiblesse de la montagne en se disant tiens par là il y a certainement un itinéraire, par là on peut monter. On peut avoir un peu des doutes quand on regarde une montagne, surtout des montagnes peut-être un peu impressionnantes ou réputées difficiles. On se dit là ça n'a pas l'air dans le haut, la glace a l'air dure, etc. Bon, ça va peut-être être difficile. C'est l'envie d'y aller souvent, l'envie de trouver son itinéraire et d'y aller dans des coudres, avec toujours une petite appréhension, une petite boule dans le ventre qui te dit que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est le premier voyage qu'on fait vers là-haut, donc là on va aller passer une nuit pour s'acclimater à 5000, 5002. Donc on a en fait tout notre matos de bivouac avec une tente pour 3 et puis de la bouffe pour 2 jours. Et on peut pas monter tout de suite à 6000 ou 7000 ou 8000 encore moins. Donc on y va petit à petit. Donc là, on s'acclimate sur des sommets à altitude moins élevée à côté. Déjà, ça permet de faire plus de voies, plus de sommets, plus de montagnes. Première montée avec les gros sacs quoi. Ouais, non, c'est bien. Mais bon, heureusement qu'on a les skis quoi, parce que là... Attends, avec les skis c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Là on s'enfoncerait trop là. Regarde où on est monté, on a fait 50-60 mètres à pied. Pour la plupart des gens, il faut prendre le temps, pas précipiter les choses, monter, gagner 300-400 mètres par jour. C'est vraiment très différent suivant les gens. Chacun a des données physiologiques vis-à-vis de l'altitude qui sont différentes. Il y a des gens qui vont s'acclimater très bien au début, puis ensuite ça va se ralentir. D'autres, c'est l'inverse. Donc la phase d'acclimatation, elle doit se faire en douceur et si possible être étalée dans le temps. Essayer de ne pas se mettre dans le rouge, pas griller les étapes, quoi. Tous les montagnards le diront, c'est primordial pour la suite de l'expédition. Intéressant comme concept. Et la tête. Attends. Tiens-le comme ça au-dessus, au début. Putain, j'ai horreur. Ouais, tiens-le avec tes bras. Après, ça sera gonflé au-dessus de toi, de toute façon. Tu bailles. Comme ça, là. Je vais monter en pression, je vais pas monter en pression. Si, ça te met en surpression en fait. Si. Le principe, c'est que ça te met en surpression là. Ah, Tu vas D'accord. Tu bouches le nez, tu souffles. Tu fais avec tes sangles. Mais les sangles, c'est pour se tenir en forme le caisson. Ça va? Ça chauffe? J'ai mal aux oreilles. Ouais. Les oreilles, hein. Et ça? Décompresse. Un bon mal aigu des montagnes là. 2005? Un peu sévère donc qui va passer. Il faut prendre son temps. Voilà. Rien de dramatique. Et c'est vrai que ça secoue. On a perdu 2000 mètres. Les premiers symptômes donc, du mal aigu des montagnes, ça sera généralement des maux de tête, une fatigue, des symptômes digestifs, un type de nausées, voire de vomissements. Donc ça, ce sont les premiers symptômes et qu'il s'agit de détecter assez rapidement, puisque ensuite ça peut évoluer vers des choses graves. Il faut à ce moment-là soit stopper l'ascension, soit réduire la vitesse ou le dénivelé pour que l'organisme s'acclimate en fait. Merde, 8000. Oh,
Notre pompe, merde. J'ai glissé, chef. Putain, c'est humide là-dedans. Bien entendu? Alors? T'as l'impression? Bah, j'ai mal aux oreilles maintenant. Donc si l'acclimatation est mauvaise, on hypothèque complètement le sommet. Au Sichuan, sur le mini Akonka, moi j'ai eu un gros pépin, j'ai fait un œdème pulmonaire sous le sommet, à 100 mètres du sommet. Alors que je venais de gravir 7400 mètres quand même presque. Mais non, crac. Je l'ai payé. Je l'ai payé, content. C'est pour ça qu'il faut toujours garder des réserves sur la montagne. Parce que là, si t'arrives trop juste, tu te fous en l'air quoi. Et là, heureusement, encore une fois que le groupe est là, puisque c'est mes camarades qui m'ont redescendu littéralement au camp de base. Hello, Karan. How are you? Fine? Yeah, fine. Salut Philippe. Yes. Salut Killer. Salut les filles. Big day. Salut Greg. Oh, yes. Have you beer? Yes, beer? Ah, thank you. On a croisé Thomas et puis Seb qui montaient au camp. Non. Hier, ils camp. Ils sont allés au pied de la face. Ouais. Ils s'est fait piquer leur bouffe Ouais, ils se sont fait piller la tente. Ils se sont fait piller la tente par les corbeaux, pareil que nous. Même mes aventures. Faut rien laisser comme bouffe. Hein. Putain, je suis vert. Ah voilà. Mais c'est de notre faute, hein, de toute façon. Ils sont plus malades que nous, c'est bestiaux, c'est tout. On s'est fait baiser la gueule. Je croyais avoir tout protégé. On met des loses de 40 kilos. Ah, mais incroyable, ils sont allés dessous, tu vois. Ils ont tout déchiqueté, ils ont sorti les trucs un par un. T'as 6 jours de bouffe en voler. L'alimentation est un élément essentiel pour le bon moral de l'expédition. Le camp de base où on essaie quand même de recréer un certain confort et au moins au niveau de l'alimentation, donc d'avoir une alimentation assez riche et assez équilibrée. Donc on fait parfois appel à un cuisinier, un local, un gars du pays qui va faire les courses sur place et qui va faire à manger. Parfois on emmène toute notre nourriture là-bas, on fait nous-mêmes notre nourriture. On mange chaud, c'est déjà bien. Un peu de légumes parfois, un peu de viande quand on peut. Il n'y a vraiment pas à se plaindre, quoi. On mange assez bien. Il y en a une cup là, viens. Ce qui est important, c'est de manger des choses qu'on aime parce que c'est tellement difficile là-haut que il faut se faire plaisir finalement. Le steak en base là, En altitude, ça sera essentiellement à partir de plats lyophilisés, avec l'inconvénient d'une certaine saturation. C'est un mode d'alimentation qui est quand même pas très satisfaisant. Merci. C'est vrai que pendant l'ascension, là c'est difficile d'avoir une alimentation complète, donc on essaie de limiter les dégâts. Là nous appliquons la méthode Messner. Moi, je sais que je suis assez gourmand et j'aime bien les choses qui ont du goût, donc je n'hésite pas à prendre du jambon, du fromage, du saucisson, même si c'est un peu plus lourd. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on est vraiment limité par le poids et je suis obligé de faire des sacrifices et de manger ces espèces de pâtes.
les périodes de mauvais temps au camp de base sont extrêmement pénibles parce qu'on n'est pas dans l'action. Bien. Quand on est prêt à partir et que là on attend, voilà, on a le temps de tergiverser, de se dire merde, qu'est-ce qui va se passer? On a le temps de douter du succès de l'ascension, du succès de l'expé. Vous allez tout exactement? Eh ben, aujourd'hui on est resté au camp de base parce que ça a neigé, donc on peut rien faire pour le moment. Ok, donc encore au tarot quoi. Bah voilà, ouais, on devient spécialiste là. Je pense que le plus dur, c'est de rester motivé. C'est de se dire, il reste encore du temps et quand il va refaire beau, on va y retourner. Quand on n'est pas dans l'action, on réfléchit. Et quand on réfléchit, c'est pas très bon pour le mental. Alors c'est pour ça qu'on essaye de se retrouver souvent autour de la tente-messe pour jouer aux cartes, jouer au Monopoly, enfin pour parler entre nous au travers d'un jeu, n'importe quoi. On vit la tente tous différemment. Donc forcément, il y a des tensions, mais bon, ça se gère assez bien au quotidien. Et on se connaît suffisamment pour savoir s'arrêter quand il faut, donc ça se gère bien. Mais c'est aussi ces coups de gueule, je pense, qui font avancer tout ça, quoi. C'est pour ça que c'est important au groupe qu'on soit vraiment un groupe soudé, quoi, et pas seulement une somme d'individus comme ça qui se retrouvent pour l'occasion d'un sommet et qui ne s'entendent pas forcément. Il y a quelque chose de plus fort dans le fait de se retrouver toujours ensemble, vivre ensemble, et ça crée une émulation hyper importante. Les activités à Kerguelen, c'est musique, lecture et de temps en temps montagne. J'ai un bon bouquin sur les Kerguelen. C'est le moment idéal pour se cultiver. J'ai jamais lu autant de livres, jamais eu autant d'approche de la littérature que depuis que je fais de la montagne. Et j'oubliais le Monopoly aussi. Alors vient enfin le temps pour nos compagnons d'entamer cette ascension. Je vais en montagne parce que j'ai envie d'aller en montagne, parce que à chaque fois j'ai des sensations que je retrouve pas ailleurs. Pour moi, la montagne, la découverte, c'était féerique. C'est quelque chose qui m'a complètement enthousiasmé et puis j'ai attrapé le virus. J'y trouve quelque chose d'intéressant, j'y trouve soit de la beauté, soit de l'intérêt technique. J'ai aucun sentiment de défi vis-à-vis de la montagne. C'est pas un combat avec la montagne. C'est un peu l'image qu'on associe souvent à la montagne, parce qu'il y a des gens qui aiment bien donner un peu une image un peu guerrière, un peu de combat, un peu de choses comme ça, mais... On n'est pas des va-t-en-guerre, je me considère plutôt comme quelqu'un qui est de passage dans ce milieu et qui essaye de se faire accepter par cet univers hostile. Pas chaud, hein? La montagne n'est pas complètement hostile non plus, et elle n'est pas complètement amie. Il y a des gens qui parlent à la montagne, il y a des gens qui lui donnent qui la considèrent comme une personne, etc. Non, moi c'est un bout de l'écorce terrestre, hein, et on a décidé de grimper dessus parce qu'elle était là, parce qu'il y avait cette déformation qui existait.
Je me sens comme un intrus, quoi. Enfin, un rien du tout qui va essayer de grimper sur un truc énorme, quoi. C'est dans ces moments-là qu'il faut rigoler parce que ça fait oublier qu'on se l'écaille et qu'on n'a rien bouffé depuis 2 jours. Ça va Manu? Ça va. On est ici, il fait super beau. Même si des fois on se fait vraiment peur, on dit plus jamais, et ben en fait, c'est sûr qu'on y retourne, quoi. On s'éclate. Ces hommes sont de véritables compagnons de cordée. Et un compagnon de cordée, ça se forge. C'est rare de partir dans une course très dure avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut tisser ces liens très proches, savoir reconnaître sur le visage de l'autre le moment de tension, le moment de peur, le moment d'angoisse. Là, François, cette montée là, dis-nous un peu. Montée à 200 à l'air. 200 à l'heure avec Marco devant qui n'a toujours pas posé un point. On parle de l'esprit de cordée, cordée de 2 ou de 3 personnes. Là, dans l'effort, on est tous côte à côte, on est tous ensemble, on est tous dans les mêmes situations. Et donc, il y a forcément des choses assez fortes, des liens assez forts qui se créent, qui s'accentuent dans les situations d'autres montagnes. Ok. Le second de cordée qui est derrière, déjà, toi, ça te rassure. Et puis finalement, lui, dessous, il a une vision peut-être un peu plus globale de la longueur qui est au-dessus. Il peut te donner des renseignements. Ça, c'est ce qu'on appelle du mixte, alors. Hein? C'est ce qu'on appelle du mixte. Ouais. Oh, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il y a des passages où j'ai eu du mal, mais en alpinisme, en étant un peu bricoleur, on arrive toujours à passer plus ou moins bien. Allez Manu Kem. La montagne, c'est un formidable moyen de former un peu les hommes, de les aguerrir, de les endurcir. Et quelque part, c'est les qualités qu'on demande à un militaire. Quand ça attaquera les longueurs dures, là, sous le bivouac, là, le premier, il mettra les points. Et puis... Il y a des bonnes sangles, hein, il y a des bons becs et tout ça, mais non, je pense qu'il y a des... Je trouve que l'alpinisme c'est tellement riche, les montagnes sont toutes différentes et il y a à apprendre de partout et c'est bien de pouvoir essayer tout quoi.
D'aller en haute altitude, ça fait découvrir autre chose, quoi. Déjà le niveau technique, plus on monte, plus ton niveau technique il va chuter, puisque pour plein de raisons différentes, on n'est pas habitué à l'altitude, on est dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et puis je crois aussi que pour progresser en alpinisme, on a besoin à un moment donné de vraiment progresser techniquement, physiquement. Et après, c'est sûr qu'en expédition, on se retrouve confronté à une difficulté un petit peu impressionnante, un petit peu stressante. Et on est quand même plus armé et on est mieux préparé à franchir ça, quoi. Avec Dim, aujourd'hui, le but c'est d'amener tout le matériel qui reste en bas. C'est-à-dire qu'il est ici, là. Les bagnards. Portaledge, bouffe. Tout matos. Chaud, matos technique, etc. Là, il faudra le mettre dans le sac là-haut. On monte assez vite là. Oui. Il y a toutes sortes de dangers en montagne, oui. La montagne, c'est un milieu dangereux. Oui. Les risques objectifs, c'est une avalanche dans un coin imprévisible, c'est une chute de corniche, c'est la chute de pierre qui arrive vraiment au mauvais endroit. Voilà, ça, c'est des dangers objectifs qu'on a quand même du mal à maîtriser. Putain! Là, on est trempé jusqu'aux os. Il y a une poche d'eau, je sais pas quoi, qui a dû péter. Putain, mais merde! Voilà. Matos. Je crois pas! Là, on est obligé d'arrêter. On ne peut pas envisager de passer une nuit à 4500 mètres d'altitude, accroché dans une paroi, avec un duvet trempé, des vêtements trempés. Je pense que c'est une question de survie. C'est le risque de mourir gelé, de faire une hypothermie. C'est pas envisageable. Mais il y a des gens qui vont trop loin. C'est sûr que ça arrive dans l'histoire de l'alpinisme, pris par trop d'enjeux, pris par des choses comme ça, qui savent pas redescendre à temps. Peut-être c'est une des forces du GMHM, c'est que bon, l'équipe est là aussi pour tempérer ça, pour dire écoute, là faut faire demi-tour. Si par prix et payé on entend mort, accident, etc., si pour qu'il y en ait deux qui arrivent au sommet, faut qu'il y en ait un qui y reste, ah non, ça, jamais. Ça va Thomas? Ça n'a pas l'air, mais ça maille un peu quand même. Hein. C'est pas comme sur la Côte d'Azur. Voilà, on va faire dodo là. Il y a un an, aux confins du Tibet, sur les monts alentours du Shishapangma, ces hommes ont vécu une situation tragique. Une corniche s'est rompue et 2 des leurs sont tombés. Malgré toute l'expérience, toute la maîtrise que tu peux avoir, il y a ces risques objectifs qui font qu'à un moment donné, le coup près tombe et puis ça tombe sur toi. Ça, on en est tous conscients et puis on fait avec, quoi, en fait. Hein. On n'y va pas pour se tuer en montagne, on n'y va pas pour se faire mal, on y va pour se faire plaisir et pour se marrer avec des gens avec qui on s'entend bien et pour vivre des expériences. Et alors moi je retiens une phrase, et c'est vrai que c'est sans doute ce qui m'a fait repartir, hein, curieusement. Une phrase que m'avait dit la maman de Philippe Renard, m'a dit mais vous savez la montagne ça l'a construit. S'il n'avait pas eu ça, s'il n'avait pas eu ce moyen pour s'exprimer, ça aurait été un autre gars. La montagne ça l'a complètement révélé.
Et ben voilà. Ah non, on voit pas, on sait pas encore ce qu'il y a au-dessus. Ça sent là. Ouais, c'est clair. Génial. Ah ouais, super. Bon, belle variante, hein, les gars. Super. Ça, c'est un peu la neige du Pérou, ça. Hein. Ouais. Bon, le sommet, c'est généralement, hein, c'est toujours un moment, un moment de joie, quoi, parce que surtout sur une expédition. La première réaction qu'on a, c'est quand on est le premier à arriver, c'est se dire, avant même d'apprécier, je trouve que c'est faire monter l'autre. Yeah, Goupil. Génial. Extra. Viens là, mon groupe, ça. Puis c'est tout con, mais le fait de rester plusieurs heures ou plusieurs jours dans une face et puis de enfin découvrir ce qu'il y a derrière, c'est génial, quoi. T'as vu les montagnes là-bas, t'as l'impression qu'elles sont suspendues dans le ciel avec l'océan. On est face à nous-mêmes là-haut. Il n'y a personne qui nous regarde. On se dit pas ah ouais super, on a fait un exploit. C'est pas, on n'a pas fait un exploit, mais on a rigolé, on a eu froid, on a eu faim, on s'est fait plaisir en grimpant. D'autres moments, on s'est fait un petit peu peur. C'est le mélange de tout ça qui fait que en haut il y a une grosse émotion et tu le fais avec les gens que tu apprécies, les gens que tu aimes. Et... Fabuleux. Démarté. Et puis, au bout d'un moment, d'ailleurs, on se le dit souvent entre nous, ok, maintenant c'est la descente. Et la descente, on recommence à nouveau quelque chose. C'est pas l'aboutissement de sommet, quoi. Ouais, il faudra faire gaffe au début. C'est souvent cette impression que j'ai eue là, dans les sommets durs que j'ai pu faire, c'est que d'avoir beaucoup donné dans l'ascension et d'arriver en haut, de se relâcher complètement. Et à ce moment-là, heureusement, j'avais un compagnon de cordée avec qui pouvait prendre le relais, quoi. Tu peux t'appuyer, tu dis, voilà, maintenant c'est toi qui gères la descente. Et on veille les uns sur les autres, fais attention, mets ton pied là, on a un regard très, très attentif les uns vers les autres. Hein, comme on dit, de toute manière, l'ascension, elle est terminée, la course, elle est terminée quand on revient au camp de base ou quand on revient à la maison, mais pas avant. Hello, sœur. Ah non. Gin. Quand on rentre à la maison, on est en décalage complet. Et on a envie à la fois de parler de ce qu'on a vécu, mais on sait pertinemment que les gens l'ont pas vécu et ils peuvent pas comprendre. Et ça, c'est frustrant. On répond volontiers aux questions qu'on nous pose et on en parle volontiers entre nous, mais c'est vrai que quand tu as du mal à partager ces choses-là avec quelqu'un qui pratique pas,
Ma grand-mère, elle comprend pas, je suis tout le temps en montagne, je ramène jamais de champignons. Et de myrtille, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous là-haut, quoi. Je dis, bah oui, mais j'y vais pas pour ça. Il y a plein de choses qu'on a ressenties qu'on peut pas faire, qu'on peut pas expliquer, quoi. Puis dont on n'a même pas envie de parler. Je pense que c'est plus parce qu'il y a des choses qu'on a envie de garder pour soi, quoi. On a l'impression, peut-être quand on parle du groupe militaire de haute montagne, qu'on a un bloc comme ça, mais à l'intérieur, c'est bien des individus très différents. Et c'est aussi ça la richesse, c'est que chacun a un petit peu ses spécialités, son point fort, son domaine de prédilection, et les autres s'enrichissent de ça. Voilà, c'est ça le truc. Derrière, il y a justement toute une aventure humaine vécue à plusieurs, il y a toute l'histoire du groupe, il y a tout ce qui se construit petit à petit, et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'un peu magique. Ainsi, il est des hommes qui cherchent à aller au-delà d'eux-mêmes. Quoi qu'il y ait à apprendre, c'est avec les autres qu'ils l'apprennent. Et l'existence même de ce groupe est un ferment de force et une source d'élan pour espérer atteindre le but le plus loin, le plus haut. Et sûrement encore, le temps d'un vertige.